Messieurs, dames, vous suivez Grande Tribune. Nous sommes lundi 3 mars 2025. C'est le premier numéro de la semaine. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce numéro. Alors, comme vous le savez tous, le président Tshisekedi avait promis la formation du gouvernement de large union nationale. On va se poser la question, pour quels résultats et avec quelle unité? Qui doit faire partie de ce gouvernement et pour quels résultats? Merci, c'est ça même la thématique, la première thématique de l'émission. Alors, deux invités sur ce plateau, mesdames et messieurs. Pour le moment, alors, nous avons, on va commencer par ordre d'arrivée justement, monsieur Trésor Kalala, qui est donc de AADC, qui est donc là-bas et porte-parole de ce parti politique, un parti membre de l'Union Sacrée, dirigé par Madame Adel Kabena. Bonjour Monsieur Trésor Kalala et bienvenue dans cette émission. Bonjour Soudan, merci pour l'invitation. Comme vous savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur le plateau de Grande Tribune, ou carrément dans l'enceinte de Congo Buzz. Ici, nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Je salue les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, notamment les membres de mon parti politique, Adel Kabena, ainsi que Madame Adel Kabena qui est présidente, ainsi que tous les compatriotes. Je n'oublierai pas de rendre hommage à nos vaillants FARDC et Ouazalendo qui ne cessent de mouiller le maillot afin de défendre l'intégrité territoriale. Et aussi mes encouragements à toute la population qui se retrouve dans les zones occupées. Un message d'espoir, c'est que tout ce qui commence un jour, ça finira. Alors j'aimerais leur fortifier. Nous sommes avec eux, nous sommes derrière eux. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Donc il y a des actions qui sont en train d'être menées pour que enfin nous puissions retrouver notre intégrité territoriale et vivre en paix comme nous avons toujours en a eu l'habitude. Merci beaucoup M. Trésor Kalala, gouvernement d'union nationale. À quelles conditions et pour quelle finalité? M. Larousse Mouya, cadre UDPS Tshisekedi, qu'on reçoit pour la première fois en 2025. Bienvenue également dans cette émission. Merci à vous de me recevoir. Merci à ceux qui nous suivent en ce moment ici. Et je vais adresser un mot d'encouragement à nos forces de défense qui ne cessent de défendre nuit et jour notre territoire, et à nos martyrs, à nos héros qui sont tombés. Je dis à chacun d'entre eux, depuis là où ils se trouvent, notre action pour les défendre, pour laver leur honneur, ne sera pas vain et on n'abandonnera pas, on ira jusqu'au bout pour récupérer l'entièreté de notre territoire. On ne laissera même pas un seul grain de sable à l'ennemi. Donc c'est pourquoi on est ici pour communiquer en ce moment ici et parler des questions qui nous touchent profondément. Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs, dames. Vous le savez, comme je l'avais dit dernièrement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était exprimé devant les députés nationaux et sénateurs, ainsi que quelques cadres de l'Union Sacrée de la Nation pour dire que très bientôt, il y aura formation du gouvernement. Il avait donc appelé à un gouvernement d'union nationale. Il a appelé également à l'unité face au M23. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de dépasser les divisions internes pour affronter les menaces extérieures. Ne soyons pas distraits par des querelles internes pour affronter les menaces extérieures. Lancé donc le chef de l'État et d'ajouter: j'ai perdu une bataille et non la guerre. Je dois tendre la main à tout le monde, y compris à l'opposition. Il y aura un gouvernement donc d'union nationale. On parle également du pacte social pour la paix et le vivre ensemble initié par l'Église catholique et protestante, qui s'est vu également une des propositions de sortie de crise. Alors, deux invités sur ce plateau. Monsieur Trésor Kalala, je me tourne d'abord vers vous pour poser cette question. Est-ce que vous partagez l'hypothèse du chef de l'État qui doit tendre la main à l'opposition pour former un gouvernement de large union nationale et pour faire face à la menace de l'Est du pays? Merci beaucoup pour le verbe, M. Gaëtan. Ici, Dan, monsieur Dan. Ah, monsieur Dan, je m'excuse. D'abord, ici, il faut noter que ce n'est pas la première fois que le président de la République tend la main
à toute la classe politique d'ailleurs. Et j'ai suivi, il y a un débat qui est né, je crois, depuis l'année passée, sur le thème cohésion nationale ou unité nationale, quelque chose du genre. Mais ici, il faut noter que le père de l'unité nationale ou de la cohésion nationale, c'est le président Félix Tshisekedi. Vous vous souviendrez avec moi que la première fois que le président de la République prête serment comme président de la République, c'était le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation. Lors de son discours de prestation des serments, le président de la République avait tendu sa main à tous celui qui voulait à ce que nous puissions travailler pour le développement du pays. Le président de la République avait tendu la main. Déjà le 24 janvier 2019, lorsqu'il prend les pouvoirs, à l'occasion de la prestation du serment, vous aviez vu la classe politique, notamment l'opposition, rejeter la main du président de la République, disant que c'était un patin, c'était un placebo, c'est Kabila qui dirige, et Lilingi Apamba, il y a eu même des chansons comme ça. Je vous rafraîchis la mémoire. À l'époque, tout le monde avait rejeté sa main. Comme pour dire cette main était sale, on ne pouvait pas travailler avec lui, parce que c'était Kabila qui dirigeait, que lui n'était qu'un patin et placebo et tout ce qui allait avec. Nous évoluons. Dans les parcours, le président n'a cessé d'étendre sa main. Je vous renvoie en 2020, lorsque le président de la République met fin à la coalition FCC-CACH. Il tend encore la main. Il procède par des consultations qui ont débouché aujourd'hui à l'union sacrée. À l'époque aussi, cette opposition avait refusé la main du président de la République et ils ont estimé que Félix Tshisekedi n'était pas en position de leur tendre la main. Nous sommes en 2023. Lorsque le président de la République remporte les élections haut la main, lors de sa prestation de serment au stade des martyrs, il tend encore sa main. Mais malheureusement, cette classe politique ou l'opposition a encore refusé. Mais j'ai été totalement révulsé à voir que l'année passée, il y a un opposant qui s'est levé dans le plan de sortie de crise et avec le rallonge, non, il faut un dialogue sous format cohésion nationale, unité nationale, afin de faire taire nos divergences et tout et qu'on sort. Mais moi, je dis, en 2018, plutôt en 2019, le président a tendu sa main. En 2020, il a fait de même. En 2023, il a encore tendu la main. Alors aujourd'hui, je crois que le président de la République est resté constant. Il est resté constant dans le sens qu'il a toujours tendu la main à l'opposition qui, malheureusement, a toujours refusé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà que maintenant, nous sommes dans l'actualité de l'heure. Le président de la République tend encore la main de l'opposition afin de créer un gouvernement d'union nationale. Je crois que c'est une bonne chose. Mais en dessous de ça, vous allez vous rendre compte que c'est ça que j'ai toujours dit. Je crois que j'ai eu à faire plusieurs débats ici. Lorsqu'on parlait du dialogue, j'ai eu à vous dire ici que toute formule de dialogue, toute forme de dialogue dans ces pays débouchera à un partage de postes et notamment dans une formule genre gouvernement d'union nationale. Et nous y sommes aujourd'hui. On y est aujourd'hui dans cette, on va dire, préformation du gouvernement national, l'union nationale. Pensez-vous que l'objectif principal, l'objectif sera de partager les postes ou de résoudre les problèmes des Congolais, parce qu'on parle aujourd'hui des stigmatisations de certaines communautés qui parlent une certaine langue, on parle d'attaques, voilà, il y a toute cette partie du pays qui est attaquée. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement, ça sera pour résoudre tous les problèmes ou bien pour le partage des postes? Moi, je crois, à mon humble avis, que ce gouvernement ne va pas résoudre tous les problèmes, selon la lignée de votre question. Ici, il faut savoir que, d'abord, nous ne sommes pas en crise politique. Nous sommes dans une crise sécuritaire. Vous comprenez? Je vois mal. Sécuritaire et politique. Il n'y a pas de crise politique. Comment il y a des crises politiques? Il n'y a pas de crise politique. Pourquoi? Parce que toutes les institutions fonctionnent normalement et dans les délais légaux de la loi.
Nous avons un président de la République légitimement élu, en plein mandat. D'où vient que nous sommes dans une crise politique? Il n'existe pas de crise politique. Nous sommes dans une crise sécuritaire et pour régler la crise sécuritaire ici, c'est question de mettre le moyen dans l'armée, former les gens et puis nous battre sur les champs des batailles. Et peut-être aussi sur la dimension diplomatique. Mais ici, il n'y a pas de crise politique. Il y a crise politique. Qu'est-ce qui justifie la crise politique? Parce que vos opposants, les opposants, accusent déjà dès le départ que les élections de 2023 ne sont pas des élections qui se sont déroulées dans des conditions idéales et vous accusent également de traquer les opposants, d'arrêter, s'il vous plaît, de museler l'opposition. Donc il n'y a pas de démocratie, il y a une crise. Quand les opposants fustigent, c'est des bons droits, qu'il n'y a pas eu de bonnes élections, c'est pas ça qui démontre qu'il y a une crise politique. Donc ici, nous dirons qu'après les élections aux États-Unis, lors du premier mandat de Trump, nous dirons qu'il y avait crise politique. Joe Biden, après son élection, il y a eu même irruption à la Maison-Blanche par les pro-Trump. Donc vous direz qu'aux États-Unis, il y avait crise politique. Même en France, il y a eu contestation. En fait, l'opposition conteste toujours. Mais ce n'est pas ça qui vous dit qu'il y a crise politique. Écoutez, ici, les institutions sont en train de fonctionner normalement. Le président est dans son... Le président est dans son mandat, dans son mandat légal qui est en train de courir, qui finit en 2028. D'où vient la crise politique? Vous avez lu la tribune de Kabila qui remet en question les élections de 2023. Dan, vous posez beaucoup de questions au même moment, mais Kabila, il est dans un rôle insurrectionnel. Kabila, il est en train de préparer, en fait, de retourner au pouvoir de manière insurrectionnelle. Lui, c'est lui qui active le AFC. M23. Donc, ici, il ne faudrait pas dire parce que 2 ou 3 personnes contestent les résultats, disent ce qu'ils disent, que non, nous sommes dans une crise politique. La crise est sécuritaire. C'est là que nous devons régler le vrai problème. Alors, de manière politique, aujourd'hui, on peut donner les postes à tous ces opposants-là. Mais aussi longtemps, ça ne va pas résoudre le problème de la sécurité. Ça ne va pas résoudre le problème de la sécurité. Si on donne le poste à tous ces gens-là et que sur les champs de bataille, les agresseurs continuent à avancer, ça va servir à quoi? Donc ici, nous devons faire la part des choses. Nous ne sommes pas en crise politique, mais plutôt nous sommes dans une crise sécuritaire. Et la crise sécuritaire nécessite de vrais moyens sur le terrain, sur les champs de bataille, et peut-être aussi sur la dimension diplomatique. Mais quand est-ce qui concerne la formation d'un gouvernement union national, je veux bien, on peut s'entendre avec tous les opposants, on fait le partage de postes. Mais si sur le terrain, l'armée, en fait, ne défendent pas convenablement l'intégrité territoriale, et bien même ceux-là qui seront à Kinshasa, ici dans le gouvernement de l'Union nationale, ils viendront, ils seront délogés. Donc ici, la vraie crise, elle est sécuritaire. C'est dans l'armée qu'il faut mettre le moyen, aussi c'est battre à un haut niveau diplomatique afin de résoudre la crise sécuritaire et non la crise politique, parce que ça n'existe pas. Ici, bon... Tout le monde veut avoir part au gâteau, eh bien ils seront invités. Mais ça ne va pas résoudre le problème de l'Est, ça ne résoudra pas ce problème. Aucun opposant, après avoir reçu un poste, prendra les armes pour aller se battre. Non, là ça sera pour des intérêts de politique. Mais la crise sécuritaire, aussi longtemps qu'on n'a pas mis de moyens dans l'armée, aussi longtemps qu'on n'a pas de bons résultats au niveau diplomatique, eh bien la crise sécuritaire demeurera. Et c'est là qu'il y a de vrais problèmes et non sur les champs politiques de partage de postes. Merci. Je suis désolé. Merci beaucoup, Monsieur Trésor Kalala. On vous a entendu, on a entendu votre point de vue. Je donne la parole également à votre co-débatteur qui est en face de moi. Lui, il est également du parti au pouvoir, UDPS Tshisekedi. Est-ce que vous êtes d'avis que vous partagez le point de vue du chef de l'État de mettre en place un gouvernement de large union nationale en ayant également des opposants dans ce nouveau gouvernement? Est-ce que vous êtes partant pour ce gouvernement de large union nationale pour résoudre les crises que nous avons aujourd'hui dans notre pays? Alors c'est une question beaucoup plus politique que de mettre en place un gouvernement d'unité nationale. Mais s'il faut résoudre la crise, la guerre qui nous a faite directement, la question ne se trouve pas exclusivement là.
Mais après, il y a une question très importante. Moi, j'ai entendu le chef de l'État, lorsqu'il a reçu le membre de l'Union sacrée à l'OUA, il y a quelques jours. À un moment donné, il leur a dit combien il était déçu de l'attitude de la plupart d'entre eux qui sont restés silencieux quand les grandes agglomérations de l'Est de la République tombaient. Moi, personnellement, j'ai été dépité de voir certains grands leaders de cette formation politique rester complètement silencieux face au drame que traversent nos populations à l'Est de la République. Et quelqu'un s'est démarqué comme jamais, ça a toujours été un grand leader. L'excellent Jean-Pierre Bemba, dont je salue l'action, il a surquillé toute la République où il a appelé les jeunes gens à s'enrôler massivement dans l'armée. Dieu seul sait combien de jeunes recrues ont répondu à l'appel du drapeau sous son influence à ces jours. Il s'est démarqué et puis il y a eu quelques autres, l'excellence Liaou, l'excellence Guy Luando, mais c'est lui qui a fait un travail remarquable, c'est l'excellent Jean-Pierre Bemba, dont je salue le patriotisme. Mais pour tout le reste, le silence était total. Moi, ça m'a blessé profondément. On a entendu d'autres caciques de l'Union sacrée qui parlaient de négocier avec ceux qui violent nos mamans, avec ceux qui tuent les enfants de notre République. Inacceptable. Je vous laisse les choix de noms. Vous connaissez l'histoire, monsieur Dan. Vous êtes très instruit sur la question. Et il faut à un moment donné refaire cette forme de majorité présidentielle. Mais en même temps, l'action militaire ne doit pas être abandonnée. Et moi, j'espère que ces gouvernements qui arrivent... Il faut avoir la majorité parlementaire ou avoir un autre gouvernement? Non, mais la question, c'est la mouvance qui dirige, entre autres. Puisque de gens qui, à un moment donné... Mais cette majorité vient du Parlement. C'est celle-là qui nous a donné ce gouvernement. Est-ce qu'il faudra aujourd'hui revenir sur cette majorité, la chambouler un peu? Au fait, en ce qui me concerne, moi, je ne fais pas partie des conseils du chef de l'État, mais en ce qui me concerne, moi, j'aurais conseillé au chef de l'État en ce moment ici de suspendre tout ce qu'on a comme assemblée au niveau national et au niveau provincial. Ah, mais ça c'est... Non, oui, ce sont des élus du peuple. Je vais aller de manière beaucoup plus drastique. De suspendre ces assemblées au niveau national et provincial. En ce qui me concerne, j'aurais conseillé ça au chef de l'État. Supprimer les Sénats. Ça sera anticonstitutionnel. La question est qu'en ce moment ici, nous sommes agressés. On a besoin de plus de moyens pour les affecter sur la cause de la guerre. On n'a pas besoin d'avoir en ce moment ici des entités qui pèsent à la République, sur lesquelles sont orientés beaucoup de moyens parce qu'elles doivent fonctionner dans le cadre démocratique de notre nation, comme défini par la Constitution. Là, vous proposez les changements où on touche à la Constitution. Je propose, c'est une situation d'exception. Vous savez, par rapport à un capitaine de navire, un bateau qui est entré découlé, qu'est-ce qu'on fait? On peut décharger tout ce qu'il y a comme cargaison pour conduire les bateaux à bon port et les âmes qui sont dedans. Donc voilà. Et le chef de l'État parlait de quelque chose qui est une mesure d'exception où il faut réduire les temps de vie d'institution. Chacun d'entre nous doit consentir à faire de sacrifices. Puisqu'en ce moment ici, il y a des hommes et des femmes qui envoient leurs enfants au front. Il y a des femmes qui acceptent que leur mari puisse s'aller au front pour défendre la patrie. Chacun d'entre nous dans cette nation va faire des sacrifices pour qu'à la fin, à l'arrivée, quand on va sortir de cette guerre, qu'on puisse avoir une nouvelle république. Pas celle que nous connaissons aujourd'hui, puisque celle-ci, tout le monde la déplore. La déplore pourquoi ? Nous avons des acteurs politiques qui ne sont pas portés par le patriotisme, qui n'ont pas un républicanisme abouti jusqu'au fond, et qui font le jeu de leurs intérêts propres. On l'a vu. Certains même dans le gouvernement qui sont restés silencieux par rapport au drame de nos populations. Ça, c'est déplorable. Et j'ai vu, par ailleurs, des opposants comme le président Dolph Mongitou, avoir un mot de compassion et de soutien par rapport à nos forces armées, par rapport à nos populations, mais d'autres, dans l'union sacrée, demeuraient complètement silencieux. Or, c'est des gens qui qui prétendent avoir un certain poids politique, ils ne sont pas descendus. Qu'est-ce qui vous étonne, monsieur Laosmouya, quand vous dénoncez ce comportement-là? En quoi ça vous étonne? Parce que ces gens-là étaient avec Joseph Kabila. Quand il est parti du pouvoir, ça ne leur a pas gêné de traverser, d'aller avec Tshisekedi. Est-ce que ce comportement devrait vous étonner, connaissant que ce sont des individus qui peuvent tout faire pour garder leur poste? Ça doit vous gêner. Mais c'est parmi les choses qu'il faut changer dans cette nation, la façon de faire la politique, où on explique que la politique est dynamique. C'est profondément regrettable. Et c'est aussi dans des formules comme ça, où on fait des imbrications, voilà, un millimilo. Mais regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe ailleurs, dans ce qu'on veut comme démocratie dans le monde. Quand on est républicain, on le reste. Et quand on est travailliste, on le reste. On ne change pas comme ci, comme ça, au gré des mouvances de direction des questions des affaires.
Donc voilà. Ça doit aussi être une manière de refonder où il faut mettre en place, où il faut mettre dans un même lot dans ce gouvernement des vrais patriotes, des gens qui sont engagés dans la cause de cette guerre, des gens qui sont effectivement... La question, ce n'est pas d'être derrière le chef de l'État. La question, c'est de vouloir les retours de la paix. Après, chacun va faire la politique avec ses convictions, avec sa famille politique, avec ses idéaux. Mais maître, dans ce gouvernement-là, y ajouter des opposants, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, ça ne me dérange pas si ce sont des gens qui sont portés par un volontarisme républicain abouti. Je vous ai cité le président Adolphe Mouzitou. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a tant d'autres. Et les professeurs Ebérand Kolongele... Est-ce que ça va résoudre le problème de l'Est? Si Mouzitou prend un portefeuille, ça va résoudre quel problème? Regardez, je ne dis pas que ça va tout résoudre. Absolument pas. Ce n'est pas moi qui va affirmer ça. Hein. Voilà. Mais je vous ai cité l'action de l'excellent Jean-Pierre Bemba. Oui. Considérez une chose, que si tous les membres du gouvernement, ils sont 54, si tous, et tous les caciques de l'Union sacrée, ceux-là qui siègent au présidium, et tout le reste, si c'était déployé dans leur circonscription, en ce moment ici, on aurait une affaire de minimum 500 recrues dans l'armée. On aura ces nombres-là. Il y a aussi la question de la gestion de ces nouvelles recrues. Est-ce que la République a les moyens de prendre suffisamment en charge toutes ces nouvelles recrues-là qu'on est en train de mobiliser? Il faut d'abord les former, ça va nous prendre un peu plus de temps, il faut les payer correctement. Déjà, les problèmes de paiement de nos militaires fait parfois défaut, le chef de l'État lui-même l'a dit. Est-ce que c'est vraiment une stratégie efficace de mobiliser, avoir des jeunes au sein de l'armée comme ça? Est-ce que c'est réfléchi? Absolument. C'était vraiment la chose à faire. Le chef de l'État avait commencé à le faire. Et après, ce n'était pas abouti. Mais considérez qu'avec une armée minimum de 200 000 hommes, franchement, cette question de l'Est, qui est-ce qui peut oser agresser la RDC? Qui? Avec de bases militaires effectivement garnies à l'Est de la République. Qu'est-ce qui peut oser? De toutes ces nations, Rwanda, Ouganda, Soudan, qu'est-ce qui peut oser? Personne. Donc c'est vraiment ça la mesure à prendre. Et c'est là qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de volonté. Voilà. Et après, la question c'est vraiment de mettre autour du chef de l'État, de donner au chef de l'État, c'est le travail que va faire le professeur Ebérand Kolongele, un gouvernement constitué par des patriotes. On n'a pas besoin qu'ils soient tous de la même coloration politique, mais avant tout qu'ils soient des patriotes. C'est ça que moi j'attends. Je ne dis pas que j'attends de ce gouvernement de résoudre exclusivement la question de la guerre. Non, la question de la guerre, c'est nos forces armées. Ce sont les moyens qu'on va mettre là-dedans. C'est la capacité des hommes qu'on va former et le nombre. Donc voilà. Mais ça, c'est un travail qui doit être fait par un gouvernement qui est complètement efficace et composé de patriotes. Un gouvernement composé de patriotes est un gouvernement qui fera donc la différence par rapport à celui que nous connaissons, le gouvernement soumis à l'ethnie. C'est un gouvernement qui n'accompagne pas du tout le président Tshisekedi, surtout pendant cette période. Ça, c'est monsieur Larousse Mouya. Alors, beaucoup de gens quand même ont critiqué ce gouvernement, pas seulement vous. On a vu VPM Jean-Pierre Bemba qui mobilise dans l'armée. On a vu le ministre de la Défense dans des actions humanitaires. On a vu le ministre de la Communication sur le front des droits humains. Alors, on a vraiment critiqué ce gouvernement pour dire que on a l'impression que les cahiers des charges ne sont pas clairs. Est-ce que ça serait idéal de voir tous les ministres aller mobiliser pendant cette période? Comment devrait se comporter ce gouvernement pendant cette période? Il y a aussi l'aspect Senko et SCC. La Senko et les SCC ont fait des déclarations qui paraissent graves pour l'Union sacrée, comme quoi on ne peut pas avoir la paix sans inclure Corneille Nangaa, ou encore les sanctions contre le Rwanda où l'AFC ne vont pas produire des fruits, ne vont pas résoudre les problèmes. Entre-temps, la Senko et les SCC disent que la voie de sortie des crises, la voie idéale, c'est le dialogue. Monsieur Trésor Kala, que pensez-vous de cette initiative de nos pasteurs, de vos pasteurs? Monsieur Dan, ici, il faut noter, moi je n'irai pas par quatre chemins, que la Senko est en train de jouer une très mauvaise carte pour la République. C'est une démarche suicidaire et qui tend à concrétiser
la balkanisation. En quoi faisant? Mais parce que voilà, eux demandent que tout le monde sorte autour d'une table. Même Corneille Nangaa, c'est un Congolais, écoutez, un fils du pays. Certes, il a pris les armes, mais il reste Congolais. Ici, moi, je suis d'accord qu'on ait un dialogue à l'interne avec le fils du pays qui sont restés loyaux à leur patrie. Je ne trouve pas normal que, parce que je ne suis pas reconnu dans un gouvernement, parce que je suis frustré, que je prenne les armes pour aller tuer mes frères. Et la récompense qu'on m'octroie après avoir tué mes frères, c'est de me ramener à la table de négociation afin de m'octroyer aussi une partie du gâteau ou une partie de la gestion de la République. Il faut décourager ces comportements-là. Nous devons décourager le fait que quand un Congolais n'est pas content de ce qui se passe, il va prendre les armes pour tuer ses propres frères et après on l'approche, on lui donne des responsabilités. Donc ici, demain, quand Kalala ne sera pas satisfait, eh bien, il ira prendre les armes pour se faire respecter, se faire approcher à la table de négociation afin de recevoir une part des responsabilités dans la gestion de la République. Ce n'est pas normal. Donc, les gens qui ont pris les armes contre leurs frères, contre leur patrie, leur sort, c'est la peine de mort. Ce sont des gens qui doivent être exécutés et non approchés à la table des négociations, leur donner des responsabilités, les amnistier. Mais demain, en fait, tout celui qui ne sera pas content, ira prendre les armes contre sa patrie. Alors, cette série finira quand? Donc ici, c'est le moment de décourager. Tu prends les armes, tu dois être condamné à mort et exécuté. On ne doit pas insérer les gens qui prennent les armes pour tuer leurs compatriotes, d'autant plus que même les raisons ne tiennent pas debout. Lorsque Nanga prend les armes, la raison c'était que Tshisekedi devait respecter, ce n'est pas un accord avec Kabila, bon, parce qu'il ne l'a pas respecté, moi je vais prendre les armes. Plus loin, il parle d'un carré minier qu'il aurait perdu, et voilà, c'est pourquoi il est allé en rébellion. Donc pour un carré minier, pour un accord imaginaire, il faut aller prendre les armes pour tuer tes compatriotes. Ça n'a pas de sens, ce sont des choses que nous devons décourager. Nous avons largement évolué, on prend le pouvoir au Congo à travers les élections, à travers les urnes. Quand on n'a pas réussi, on attend la prochaine législature. Ce n'est pas parce que je ne suis pas satisfait, parce que mon camp politique n'a pas trouvé gain de cause, que je dois prendre les armes, et après, on m'invite, on m'amnistie, et puis on me donne même un poste de responsabilité. Donc moi, je dis, dialogue, oui, à l'interne, pas avec les gens qui ont pris les armes. Mais là, prenons la Cinco. Ici, la Cinco veut donner de béquilles à Kagame. Parce que, vous devez noter que depuis que le président de la République prend le pouvoir, Kagame a été sérieusement secoué et il était même affaibli. La personne qui est allée donner des béquilles à Kagame pour congoliser cette agression-là, c'est Nanga. Ok? Parce que Kagame n'avait plus d'alibi. Il ne savait plus justifier la présence de troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Il fallait amener Nanga pour congoliser l'agression afin qu'il puisse commencer à avancer. Donc Nanga prend la charge, les revendications du Rwanda et autour du Congo. Il y a quand même des noms malheureusement. Il y a quand même des non-dits dans cette affaire de M23 AFC. Il y a beaucoup de non-dits. Peut-être que vous qui approchez les chefs de l'État, qui approchez les autorités, vous pourriez dire à la population toutes ces données, la lumière à toutes ces zones d'ombre, parce que la population ne comprend pas. Et à quel moment les choses ont commencé à barder quand on a vu au départ le chef de l'État dans très très bonne relation avec le Rwanda. Il y a même des accords de coopération économique qui ont été signés avec le Rwanda. On a parlé également d'un certain rapprochement avec les autorités, les M23 à l'époque, où ils étaient même ici à Kinshasa. Le chef de l'État lui-même le disait. Il y a quand même certaines choses qui méritent d'être éclaircies, vous ne trouvez pas? Effectivement, vous m'avez interrompu dans ce que je suis en train de dire. Donc là, je suis obligé de répondre à cette question avant de revenir à ce que je suis en train de dire. Ici, il faut noter que lorsque le président de la République prend le pouvoir, il n'a pas visité que le Rwanda. Il a visité tous les 9 voisins, de bonne foi. Il est allé visiter tous nos 9 voisins, y compris le Rwanda, de bonne foi, question de trouver une paix définitive. C'était normal qu'il aille vers Kagame pour poser des questions, mais qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions être en paix? Parce que ça fera des décennies que vous agressez mon pays.
Et apparemment, le problème, c'était un problème des minéraux. Un problème des ressources premières. Alors, il y a eu des accords qui ont été signés. De bonne foi, question que nous puissions avoir la paix. Il y a même Rwandair a commencé à faire des trafics à Kinshasa. Ce n'est pas là que ce n'est pas par là que les problèmes... Ce n'est pas... Non, mais Dan, vous ne pouvez pas dire que c'est par là que les problèmes... Non, c'est une question que je pose. Non, mais écoutez, nous sommes venus résoudre le problème. Si c'était un problème économique, eh bien, il fallait résoudre de manière gagnant-gagnant. Vous comprenez? Mais quand dans les parcours, on constate que le partenaire est de mauvaise foi, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on doit condamner ici, c'est la mauvaise foi de celui qui n'a pas respecté les accords, ou c'est celui qui est allé pour arranger les choses de bonne foi. Moi, je crois qu'ici, c'est l'attitude de Kagame qui a condamné. Tshisekedi est allé vers Kagame pour s'enquérir de la situation, pour qu'on règle les choses de manière d'adultes, de manière de bonne foi, comme de bons voisins. Donc, si tu as besoin de l'or, ok, tu vas raffiner, eh bien, vous allez acheter, on va partager les bénéfices et nous allons vivre en paix. Mais malheureusement, l'intention de Kagame, au-delà des ressources premières, au-delà qu'il veut agrandir son pays en occupant le Grand Kivu, il y a aussi un problème de... Il veut jouir d'une hégémonie sur la République du Congo. Donc la guerre qui nous aime, c'est une guerre de domination. Kagame veut dominer les Congolais, les diriger, les rendre esclaves, au-delà de minéraux, au-delà même d'agrandir son territoire. C'est ça, là, le problème. Et maintenant que nous avons découvert ça, nous devons nous battre afin de l'arrêter. Je retourne du côté du dialogue. Je disais, il faut décourager ceux qui prennent les armes pour tuer leurs compatriotes et enfin être récompensés par des postes et même être amnistiés. Ici, je disais qu'on donne de béquilles aux Rwandais afin de congoliser cette agression. Mais on n'est pas les seuls à penser comme ça, M. Trésor Kalala, sans vous arrêter. L'EAC, la SADC, l'Union africaine, le médiateur d'Angola, M. Lorenzo, conseiller le chef de l'État, pas au chef de l'État, mais au gouvernement congolais, d'engager des discussions directes avec le M23. Qu'est-ce qui se passe? Qui est le M23? Avec le M23 AFC. Le M23, c'est quoi? C'est une coquille vide. Non, mais ces gens-là disent que nous devons discuter avec eux directement. Non, mais ces gens-là, oui, les Nanga et les autres, là, ce sont des condamnés à mort. La vraie agression ici, c'est le Rwanda. Le M23 n'existe pas. Nous sommes agressés par le Rwanda. S'il y a quelqu'un avec lequel nous devons discuter, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Et non, c'est ces patins-là, des gens qui sont utilisés et ils seront jetés après à la poubelle. Pourquoi nos voisins, tout ça, ils disent qu'on doit parler avec eux? Non, mais parce quelle est leur motivation? Non, mais ils ne connaissent pas la vraie situation. La réalité, ils ne connaissent pas la réalité. Ici, Nanga porte le combat, le fardeau du Rwanda. Il faut l'écouter. Il vous dit que le Kinyarwanda, c'est une langue congolaise, les Tutsis sont marginalisés, les rwandophones congolais sont maltraités. Donc, il y a un langage, il parle comme Kagame. Donc, Nanga porte le combat du Rwanda à République du Congo. Ici, pour finir, lorsque vous parlez du dialogue, ici, il ne faut pas se cacher, c'est le Rwanda qui veut renouveler son personnel politique au Congo. Le Rwanda veut renouveler son personnel militaire, son personnel administratif et même juridique à République du Congo. Kagame veut renouveler ce personnel. Je vous rafraîchis la mémoire et je finis par là. Nous sommes en 2003, à Sun City. Le Rwanda vient négocier ses intérêts au Congo à travers le RCD Goma. Ok? Et à l'époque, ils en ont eu gain de cause. Nous évoluons. Qui étaient les représentants du RCD Goma à l'époque? Ça devait être Roubert aussi, je ne m'abuse. Vous comprenez? Il est venu négocier les intérêts du Rwanda sous format, non, c'est un dialogue intercongolais. Nous évoluons. En 2009, le Rwanda vient encore négocier ses intérêts et ils en ont obtenu, cette fois-là sous couvert du CNDP. Vous comprenez? On évolue. En 2013, le Rwanda revient encore négocier ses intérêts, ils en ont obtenu cette fois-là sous couvert du M23. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, le Rwanda revient encore négocier ses intérêts, mais cette fois-là sous couvert des AFC. Donc, si nous négocions aujourd'hui avec ces patins-là... Comment arrêter cette histoire? J'évolue. Si nous négocions aujourd'hui avec ces patins-là, en 2025, en 2030 ou 2032, il y aura
M30. Là, le Rwanda viendra encore s'engager pour négocier encore ses intérêts. Donc, ça sera des cycles. En cycle, Kagame sera en train de renouveler son personnel politique, militaire, administratif au sein de la République du Congo. C'est comme ça que je dis maintenant, là, ça doit s'arrêter. Plus question de faire des négociations avec des patins. Nous devons vaincre ces gens-là, les chasser une bonne fois pour toutes pour que nous puissions obtenir en fait une paix durable. Mais quand le prêtre joue ces jeux-là, d'aller demander à ce qu'on négocie ceux qui ont pris les armes, pendant que nous savons que c'est les Rwanda et Kagame qui veulent renouveler leur personnel politique, sécuritaire, administratif, juridique en République du Congo, eh bien nous sommes naïfs. Donc cette fois-ci, ceux qui ont pris les armes pour être l'arbre qui cache la forêt, ils doivent être condamnés à mort, exécutés en public. Donc cette histoire doit... C'est maintenant qu'on doit mettre fin à ça. Et là, je mets le président de la République face à sa responsabilité. Monsieur le président de la République, vous avez la chance aujourd'hui d'être le deuxième Lumumba de ce pays. Donc vous ne devez pas céder. Mais sinon, c'est le même schéma RCD, Goma, CNDP, M23. Aujourd'hui, AFC Damé, ça sera M32. Donc mettons fin à ça. Une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de dialogue. Dialogue interne avec le fils qui a été loyal, oui. Mais dialogue avec ceux qui ont pris les armes pour violer les mamans, pour violer les jeunes filles, pour tuer les Congolais, pas question. Leur place, c'est en enfer. Voilà. Monsieur Trésor Kalala, je vous passe la parole également, monsieur Laos Mouya. Bon, votre lecture par rapport à la démarche de vos pasteurs, de nos pasteurs, les hommes qui vous prêchent tout le temps l'amour, le pardon, la compassion. Votre lecture par rapport à ça. Il faut commencer d'abord par cette démarche. Ils vont voir le chef de l'État. Et puis après, ils voient quelques acteurs politiques dits de l'opposition. Après, c'est directement, ils débarquent à Goma. Ils sont passés par le Rwanda et puis ils sont entrés. Il y a un point, beaucoup de gens n'en ont pas parlé. Nous avons en ce moment ici où nous parlons, nos éléments qui sont dans l'enceinte d'une base de la MONUSCO. Ils sont là-bas, entourés, ceinturés par les M23 qui jusqu'à ce jour demandent qu'on puisse livrer les soldats congolais qui sont dans cette base. Ils refusent de faire passer la nourriture, l'eau et les médicaments. J'ai un frère qui est tombé là-bas, puisque malade. Ces gens qu'on appelle pasteurs. Les images qu'on a vues là où vous parlez du M23 qui désarmait la MONUSCO, c'est ça? Non, je ne parle pas de cette image-là. En ce moment ici, il y a de forces des armées congolaises qui sont dans une base de la MONUSCO à Goma, et cette base est ceinturée par les gens du M23 qui demandent à ce que la MONUSCO puisse livrer ses éléments. Nos frères. Et j'ai un frère de sang qui est mort. Pas sur le front, puisqu'ils ont combattu loyalement, puisque attaqués par une maladie, ne pouvant pas être soignés. Ils ont fait cette démarche, ils sont allés voir Nanga en toute majesté, on les voyait, tout sourire. Ils n'ont même pas pensé à rendre visite à leurs frères de sang qui sont enfermés là-bas. Ils n'ont même pas pensé à apporter une quelconque forme de soutien, d'aide, d'une quelconque forme de manière. Ces gens, ils sont condamnables. Ils jouent le jeu de l'ennemi. Mais pour commencer, moi je ne comprends pas jusqu'où va aller notre naïveté. Comment nous en sommes arrivés à donner la parole à ces gens-là qu'ont-ils à faire dans la politique? Que n'ont-ils pas de s'occuper des bonnes âmes à l'église? Qu'est-ce qu'ils viennent faire en politique? C'est pas leur terrain. Ils expliquent, parce qu'ils ont vraiment pris de l'ampleur, ils expliquent comment est-ce que les Congolais doivent négocier entre eux. Et ok, on écoute. Pour certains qui étaient un peu lents à l'esprit, ils ont compris après. Hein, mais je crois que c'est ça que le chef de l'État a voulu laisser les Congolais comprendre leur démarche. Ils ont vu le politicien ici en RDC, ils sont allés voir Corneille Nangaa effectivement, et puis on les voit chez Kagame. Ah bon, je ne savais pas que Kagame était Congolais, peut-être c'est un tout petit Congolais. Peut-être que Paul Kagame c'est un Mouniamouleng, on ne sait pas, ils doivent nous dire. Non, ils vont voir Paul Kagame, ils vont voir William Ruto, on comprend cette machination. Même Sassou, vous étiez là. Vous vous souviendrez, j'étais ici sur votre plateau l'autre fois, j'avais en face de moi M. Badjoko qui est le porte-parole de parti politique Lamuka. Il était pour le dialogue et proposait son leader politique, et moi je disais non, que ce dialogue était mis en place, entre autres par les officines de Kigali, pour faire en sorte de faire monter sur la table les chefs de l'État et les M23. On ne peut pas continuer avec les mêmes schémas, comme disait mon frère tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas content, puisque pour la plupart de ceux qui sont dans la politique, c'est pour se remplir des poches, on doit se dire les choses.
Puisque si la grande majorité de ces messieurs et dames qui étaient là en politique travaillaient pour la cause du peuple, la nation ne serait pas dans l'état où elle se retrouve aujourd'hui. La plupart qui sont là, ce sont des mercantilistes. Et on doit mettre fin à ça. Si je ne suis pas d'accord par rapport à ce qu'on me prend ou qu'on me donne, si c'est minime, alors je prends les armes. Ça veut dire que demain, je peux revenir moi aussi. Voilà, Général Larousse. Je mets à zigouiller mes compatriotes. Après, négociation, vous m'appelez, vous me donnez ci et ça. Inadmissible. Je sais que parler comme ça en ce moment ici, ça demande beaucoup de froideur. Mais je parle vraiment avec beaucoup de froideur et de courage, puisque nos pertes sont colossales en ce moment. Et elles continuent. Puisque aujourd'hui, c'est ce que vous avez regardé les réseaux sociaux, vous avez vu ces jeunes gens qu'on a abattus à Bukavu par les M23. La solution, c'est... La solution, le chef de l'État, quand il a commencé, sur le front diplomatique, il avait mis en place des processus. Le processus de Nairobi pour conduire tous les groupes armés à aller négocier là-bas, aller déposer leurs armes et abandonner leurs mouvements insurrectionnels. Et la grande majorité de groupes armés sont parvenus à abandonner leurs armes, à déposer, à s'inscrire dans le mécanisme mis en place par l'État congolais. Et le processus de Luanda, c'était pour négocier directement avec Paul Kagame, qui est le parrain de ces mouvements terroristes. Donc voilà, aujourd'hui, on découvre même, ça c'est le Parlement britannique qui nous met de preuves à l'appui que le Rwanda de Paul Kagame et même d'ailleurs l'ADF. Il y a quand même un souci. Il y a quand même on va dire, au niveau de la communauté internationale, au niveau national, on ne partage pas les mêmes avis. La communauté internationale dit que la solution n'est pas militaire. La solution ne sera jamais militaire à ce problème. La solution est plutôt diplomatique. Mais en interne, quand on écoute, vous, l'Union sacrée, pour vous, la solution, elle est militaire. Alors qu'à l'international, ce n'est pas ça la solution. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire la part des choses quand on parle d'international. Quand on parle d'international, prenons la position, par exemple, d'un président hypocrite comme William Ruto, qui a ses hommes dans le mouvement de Corneille Nangaa. C'est établi, ça a été établi. William Ruto a des gens dans le mouvement de Corneille Nangaa. Donc le mouvement de Corneille Nangaa qui est, entre autres, parrainé par Paul Kagame. Il y a un rapport qui dit qu'il y a des Kenyans... Effectivement. Et ce sont des gens qui sont directement affiliés à William Ruto. Et il le sait. Et on sait tous dans quelle mesure est-ce qu'il a protégé Corneille Nangaa. Et Museveni Museveni, Bunagana, c'est où? C'est plus attaché à c'est plus attaché à Bunagana. Non, attendez, Bunagana est plus attaché à l'Ouganda. Donc, comment cette incursion a commencé? Ils sont venus de là. Ils sont venus de là. Aujourd'hui, il a beau nier, mais on connaît la vérité. Même le Conseil de sécurité. Non, Ramaphosa est de notre côté. Vous voyez bien la position de l'Afrique du Sud. Elle sait qu'à la fois, même quand une guerre commence, ça peut commencer comme ça, mais elle se termine toujours sur une table. Puisqu'il faut signer des traités. Il faut que le charge des pertes occasionnées incombe à quelqu'un. Et la facture à la fin incombera au Rwanda, à l'Ouganda et au Kenya, si le Parlement kenyan... La solution, elle est diplomatique ou militaire? La solution, elle est à plusieurs volets. Parce qu'en ce moment ici, si on dit seulement que la solution, elle est militaire et qu'on abandonne le front, mais c'est fini, ils seront dans nos lits le lendemain matin. Donc, les fronts sont tenus. Diplomatiquement, on est en train de faire le travail. Et sur le champ politique aussi, on fait le travail. Donc, il n'y a pas une seule batterie à activer. Il faut activer toutes les batteries, mettre en place une mixte de solutions. C'est comme ça qu'il faut avancer dans cette situation. Et après, on voit par exemple arriver quelque chose qu'on n'avait pas vu. Moi, je salue l'administration du président Trump. Des sanctions qui commencent à tomber. Et tomber sur qui? Pas n'importe lesquels des commandants de cette agression rwandaise. James Kabarebe, l'homme qui encaisse tout ça dès le début. Parce qu'on parle du M23, AFDEL et tout. Mais ce sont vraiment, au fond, ce sont de noms des opérations lancées par les Rwandais sur nous. Opération AFDEL, opération RCD, opération M23. Tout ça, ce sont des opérations. Donc, la solution n'est pas dans une quelconque forme de dialogue avec ces gens-là. Non. Dialogue avec Kagame, comme le dit le chef de l'État. Oui, lui qui commande ses troupes. Voilà. Mais comme les formats proposés par les prélats, à la fois, c'est décourager les sanctions qui sont mises en place sur le plan international. Heureusement qu'ils ne sont pas entendus. Donc, leur schéma, en tant que patriote, ce n'est pas un schéma à suivre. Et je crois que ce schéma ne sera pas suivi. Ce schéma ne sera pas suivi, ce n'est pas un schéma à suivre. Mesdames et messieurs, nous sommes en train
d'aller lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Il reste à peine quelques minutes simplement pour que nous puissions clore cette émission. Alors, je prends la dernière thématique rapidement. Monsieur Trésor Kalala, est-il possible de vivre en paix avec le Rwanda dans la durée? Vous savez, aussi longtemps que la planète Terre existera, le Rwanda restera voisin de la République du Congo. Mais s'il y a une personne qui doit dégager, c'est Kagame et son régime. Nous estimons que 32 ans de guerre, c'est beaucoup. 18 millions de morts, c'est énorme. Il est temps que nous puissions arrêter Paul Kagame. Entre les peuples, il n'y a pas de problème. Hein? Non, mais... Entre Rwandais et Congolais, il n'y a pas... Vous savez, moi, j'ai étudié avec beaucoup de Rwandais, surtout à l'école primaire, pour nous qui avions grandi à Lubumbashi. Moi, j'ai fait collège Imara. J'avais plein d'amis rwandais. Vous voyez, en 2020, j'étais à Lubumbashi. J'en ai croisé même quelques-uns. Qui sont encore à Lubumbashi. Des amis avec lesquels on a étudié. Des collègues de classe. Effectivement, depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire. Vous comprenez? Donc j'ai dit, le Rwanda et le Congo resteront de voisins. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Mais le problème ici, c'est Paul Kagame et son régime qui doivent dégager. Mais je vous dis aujourd'hui, si Paul Kagame dégageait et son régime, la paix revient. Parce que c'est lui qui est un esprit faible, un Africain de mauvaise qualité, qui est en train d'être manipulé tous les jours par de puissances obscures pour s'aimer du désordre dans la sous-région et même dans toute la région. Vous comprenez? Donc ici, le mal africain, ici, c'est Paul Kagame et son régime. Le Congo et le Rwanda resteront des voisins, mais Kagame doit dégager. C'est ça le plus grand problème. On fait comment? Il n'y a pas de problème entre peuples. Entre Rwandais et Congolais, il n'y a pas de problème. Bon, en fait, moi, je ne suis pas à la place, je ne peux pas répondre à la place de tous les Congolais. Mais selon mon observation, un Congolais, lorsqu'il est en face d'un quelconque Rwandais, il y a quelque chose qui bouge en lui. Ah bon? Effectivement. Donc, Kagame a réussi à créer une haine entre les deux peuples. Vous comprenez? Donc, ici, un Congolais peut rencontrer un Malien, un Gabonais, un Burkinabé, c'est bon. Mais il suffit qu'on lui dise que tu vois, ces messieurs-là, c'est un Rwandais. Il y a quelque chose qui naît dans les cœurs du Congolais envers ces Rwandais-là. Donc moi, je crois que même au niveau du peuple, il y a une rupture. Il y a une rupture. Il y a des Congolais et des Rwandais qui se sont mariés, qui ont fait des enfants. On fait comment pour gérer cette affaire? Parce qu'il y a des va-et-vient de part et d'autre, M. Tozo. Effectivement, c'est un fait accompli. Il y a des Rwandais qui ont fait des Congolais avec... qui ont fait des enfants avec des Congolais et vice-versa. En fait, c'est un problème existentiel. Mais vous remarquerez que dans le général, dans l'ensemble, un Congolais en face d'un Rwandais, il ne les supporte pas. On dirait que les Rwandais sont en abomination aux Congolais. Malheureusement. Et aussi, ce que le Congolais n'apprécie pas, et moi aussi, j'ai fait partie du lot, c'est qu'il n'y a aucune manifestation au Rwanda. Aucune déclaration. Il y a une dictature féroce au Rwanda. Quand voilà. vous parlez, voilà. Voilà, donc nous avons affaire à quelqu'un comme ça, un tyran. Donc, et chez lui, et à l'extérieur, il se comporte comme ça, comme un diable. Comme je dirais, comme je suis en train de dire, c'est le diable de l'Afrique. Il y a des Rwandais qui sont contre Kagame, qui sont à l'étranger, qui soutiennent le chef de l'État. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec ces Rwandais qui sont favorables au Congo? Qu'est-ce que nous, le Congolais, nous ferons avec eux? Nous, le Congolais, je crois que nous devons résoudre nos problèmes. Nous devons retrouver notre intégrité territoriale. Je vous dis, aussi longtemps qu'on n'aura pas une armée forte, nous avons abordé le problème de la diplomatie ici, nous ne serons pas très respectés. Parce que j'aurais appris même qu'il y a un petit pays qui bloque les résolutions de l'Union africaine, plutôt européenne. On ne parle pas de Luxembourg, ok, qui devrait contresigner les résolutions et tout. Mais ce pays-là est en train de bloquer. Aujourd'hui, nous avons de petits pays comme le Kenya, comme l'Ouganda, qui peuvent tenir tête à la République du Congo. Pourquoi? Parce que
vous venez de citer ici, la personne qui a précédé ces régimes, a désarticulé en fait la puissance du Congo à travers son armement, à travers son armée carrément. Dans quelle armée du monde vous verrez que cette dernière est composée des groupes rebelles? Dans notre armée, la composition de l'armée que nous avons héritée, c'est la composition des éléments de RCD Goma, RCD KML, MLC, SNDP, M23, Mai Mai. C'est depuis 2002, 2003. Mais voilà, donc, c'est une armée qui est inféodée dans insertion, réinsertion, brassage, mixage. Donc, c'est une armée comme ça. Des façades, on vous dit qu'elle est forte, elle est 8e, mais lorsque vous la percez, vous sentez que c'est une coquille vide, déjà fragilisée depuis 19 ans. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est-ce qu'en 6 ans, parce qu'il a été au pouvoir depuis 2019, on est en 2025, est-ce qu'en 6 ans, n'est-il pas possible d'avoir une armée dissuasive? Non, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. En 6 années. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut se plaindre de ce que les autres ont fait dans le passé. Non, on ne se plaint pas. Nous faisons un état des lieux. Ce n'est pas une plainte. Un intellectuel, lorsqu'il doit analyser un fait, il prend les liens de cause à effet. Donc, pourquoi nous avons une armée comme celle que nous avons aujourd'hui? Parce que il y a une cause lointaine, ça veut dire durant 19 ans, ok? 19 ans, il y a eu quelqu'un qui a joué, en fait, qui a pris tout son temps à la tête du pays afin de détruire le système sécuritaire de ces pays en y infiltrant des éléments étrangers, notamment nos agresseurs. C'est maintenant que nous sommes en train de rebâtir maintenant notre armée. L'armée doit être républicaine. Mais l'armée que nous avons aujourd'hui, c'est une armée issue des groupes rebelles et même des agresseurs. Donc c'est maintenant que vous voyez qu'il y a des vagues de recrutement, vous voyez ça? On recrute tous les jours maintenant pour avoir une armée républicaine tirée de vraies souches qu'une armée doit avoir. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des nouvelles armes que nous sommes en train d'acheter, malgré que les traîtres, vous avez vu à Goma et à Bukavu, qui ont abandonné, les commandants des opérations ont abandonné nos armes, ils ont fait cadeau de nos armes à ces agresseurs-là. Tout ça là, c'est le problème. Donc, nous sommes en train de bâtir une armée. Monsieur Dan, est-ce que vous savez combien de temps pour qu'un sous-lieutenant devienne général? Un étudiant qui vient de l'académie militaire aujourd'hui, il sort sous-lieutenant. Pour qu'il devienne général, tu sais, il faut combien de temps? C'est peut-être même Tshisekedi ne sera pas au pouvoir. Même pas celui qui viendra après lui. Ce sera peut-être au 3e président que nous pouvons avoir un général qui vient d'être formé maintenant. Vous comprenez? Mais ce que nous avons aujourd'hui, les généraux qui sont là, parfois il y avait des civils qui ont été déversés dans l'armée. Il y a des gens qu'on a formés, la formation d'infanterie et tout, et bon, voilà, on a pour moi tiré une arme, on le bombarde major dans la rébellion. Et quand il insère l'armée, il devient justement colonel, 2 ans après, il est général. La solution moi, j'ai des amis, j'ai fini par là. Oui. Moi, j'ai des amis, ils sont venus de l'académie militaire depuis 2016. Ok? Aujourd'hui, ça fera 9 ans, ils sont toujours sous-lieutenant. Depuis 2016? Depuis 2016, ils sont toujours sous-lieutenant. Alors, dites-moi, quand est-ce qu'ils deviendront général? Parce qu'on ne passe pas général par un claque de doigts. Il y a une formation. Oui. Ok? Il y a des tests, il y a des actes de bravoure que tu dois aborder pour être général. Mais l'armée que nous avons aujourd'hui sont des généraux qu'on a ramassés dans les Mai Mai, dans le M23, dans les CNDP, dans les RCD KML, dans les RCD Goma. Et c'est ça qui compose l'armée congolaise. Et aujourd'hui, Tshisekedi est en train de bâtir l'armée. Il faut le temps. Peut-être qu'il ne finira même pas. Celui qui viendra après lui continuera le travail. Donc ici, c'est un travail de longue haleine. On a détruit cette armée durant 19 ans. Dans 6 ans, nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire, mais malheureusement, il y a toujours des tireurs de ficelles. Moi, j'ai la foi, nous y arriverons, nous aurons une armée forte, bien équipée et dissuasive, afin de nous faire respecter dans les concerts des nations pour que nous puissions retrouver enfin notre honneur. Merci beaucoup, M. Trésor Kalala. L'armée est ce qu'on appelle voilà, une institution très très forte qui protège la nation. Alors, M. Larousse Mouya, je finis avec vous aussi. Le Rwanda, ce petit pays d'une vingtaine de milliers de kilomètres carrés, qui nous fait la guerre. Est-ce que aujourd'hui, entre Rwandais et Congolais, il y a un problème entre les deux peuples? En fait, moi je ne connais pas de pays qui change d'adresse. On restera éternellement voisins. Mais après, quand il y a une situation d'agression comme ce que nous subissions de la part du Rwanda,
qui a été conduit à un tel niveau d'incandescence, ça arrive que le peuple qui a été trop longtemps martyrisé développe une certaine forme de ressentiment par rapport à ceux de l'autre camp qui sont souvent venus faire des rapts de viol et saboter notre nation. Et après, je ne dirais pas qu'effectivement qu'il existe une forme d'animosité de manière logique entre nos deux peuples, mais je vais prendre un cas, j'avais été frappé par ces cas. Il y a l'un de nos joueurs congolais qui jouait dans une sélection rwandaise. Après qu'il ait marqué un but, il a fait les signes de la main, genre on tue au Congo, le Rwanda tue au Congo. Et le peuple rwandais qui était dans ces stades était prêt à lyncher ses compatriotes qui étaient ramenés illico ici en RDC. J'ai encore oublié son nom, mais c'est un cas récent. Donc, il y a une certaine forme de ressentiment qui s'est développée chez certains. Et mais si vous suivez aussi des émissions qui se passent beaucoup sur de réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a une part de la population rwandaise qui jubile un peu, qui disent nous avons des terres, il y a même une vidéo qui circule récemment là sur les réseaux sociaux. Nous venons d'acquérir de nouvelles terres en RDC, jeunes gens, qu'est-ce que vous faites ici? Allez les peupler et tout. Et ça, ce sont des discours qui ne doivent pas encourager les gens à une certaine forme de considération. Et les Rwandais, effectivement, ce n'est pas un pays sûr. Paul Kagame va partir, il va tomber. Effectivement, il tombera. Et le système... Mais qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Il se passe que la majorité de la population a été martyrisée depuis trop longtemps. Je parle de Hutus. Par les Tutsis qui sont au pouvoir. Regardez dans l'état-major rwandais, vous ne trouverez pas un seul Hutu. Ah bon? Oui, regardez, les documents sont là, c'est officiel. Vous ne trouverez pas un seul Hutu. L'état-major est monoethnique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a un peuple qui brûle un autre. Bien entendu. Et ceux qui sont au-dessus, qui martyrisent un peu les autres, sont très minoritaires. Paul Kagame va tomber. Ça, c'est une évidence. Paul Kagame va tomber. C'est sa fin. Mais quand il va tomber, qu'est-ce qui va se passer au Rwanda? Je ne souhaite pas. On peut revivre des événements qui se sont déroulés là-bas, puisque le peuple Hutu a été trop longtemps martyrisé. La solution pour vivre en paix, dans une relative forme de paix avec le Rwandais, pour éviter que les situations qui nous ont conduits à là où on est aujourd'hui, qui ont commencé depuis les années 90, ne se reproduisent, il faut, ipso facto, construire un mur entre nous et ces États belligérants. Je parle du Rwanda, je parle de l'Ouganda spécifiquement. Il faut des mesures sécuritaires qui soient drastiques, absolument. Il faut des bases militaires qui soient garnies en termes d'équipement, en termes de nombre d'hommes, sur les lignes frontalières entre nous et ces États. Donc, ça sera la seule solution, en tout cas, pour nous de vivre en paix avec ces gens-là. C'est, en mon sens, c'est vraiment comme ça qu'on doit procéder. Il n'y a pas d'animosité entre les deux peuples. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Dans certains cas, oui. Mais pour dire cela de manière générale, que le Congolais déteste le Rwandais, non. Moi-même, dans ma famille, dans ma propre famille, frères, des cousins, qui sont de sang mêlés. De notre côté congolais, de notre côté rwandais. Donc voilà. Et j'ai des gens dans mon entourage qui connaissent ou qui côtoient des gens qui sont de nationalité rwandaise. Donc ce n'est pas automatique. Mais à un certain moment, on se pose la question. Pourquoi eux? Et quelqu'un a dit ici qu'il n'y avait pas de revendication, effectivement, qu'il n'y en a pas. À un moment donné, c'est aussi une dictature. Donc les gens n'ont pas cette liberté de ton qu'on a parfois ici en RDC. Effectivement. Mais ça pose des questions qu'on voit que c'est plus une certaine ethnie rwandaise qui conduit les opérations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un se présente à vous et dit que je suis à Kinshasa, une personne se présente à vous et dit que je suis rwandais, vous aurez un regard un peu différent. C'est possible qu'on ait un regard un peu différent. C'est possible, effectivement, mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main tout ce qu'on a connu comme tribulation pendant 30 ans, M. Dan. Absolument pas. La question se pose. La question doit se poser. Et il y a une forme d'obligation, de vigilance. Donc voilà. D'accord. Mais il y a des pays qui ont été longtemps en guerre. L'Allemagne et la France ont été longtemps en guerre. Hein. Ces deux nations se sont vraiment entretuées pendant plusieurs années. La Chine, le Japon, ils ont vraiment été en guerre pendant longtemps, mais ils ont fini par taire leur divergence. Est-ce que ça ne peut pas nous inspirer aussi? Je me souviens d'un discours du chef de l'État lorsqu'il est arrivé au pouvoir. C'était lors d'une assise au niveau de l'Union africaine, qui avait pour thème cette assise « Taire les armes en Afrique ». Il expliquait combien
Il n'y a jamais eu dans l'histoire deux nations qui se sont affrontées comme la France et l'Allemagne, mais qui sont parvenus à construire la paix autour d'une idéologie, d'une politique économique. Ils ont mis en place les affaires communes et construit la paix autour de l'Union européenne. Et c'était avec cette idéologie qu'il était arrivé au pouvoir, qu'il a visité nos 9 voisins, il a voulu coopérer avec tout le monde, il a dit qu'on devait taire les armes et fermer ces chapitres sanglants. Il avait même tendu la main à Paul Kagame et proposé des pistes de solutions pour faire des affaires ensemble. Mais l'autre, il n'a pas voulu. Mais comment on peut continuer à fumer, de calmer, de la paix avec quelqu'un qui n'arrête pas de déterrer la guerre? Donc, c'est comme ça qu'on a changé notre façon de faire. L'autre continue à serrer son poing alors qu'on a la main tendue, on va faire la guerre. Mais quand on aura fini à dégager les problèmes Paul Kagame, il ne suffit pas de dégager Paul Kagame, puisque le Rwanda, l'Ouganda, les Kenyans, les Soudans essayent encore. Chacun devra payer une facture de tout ce qui aura été occasionné comme perte. Je dis bien chacun. Et c'est le devoir de la prochaine génération politique. Je parle en tant que responsable politique. Et ça doit être un engagement de politiciens congolais véritablement patriotes. Je ne parle pas de pantins qu'on peut ramasser par-ci, par-là pour agresser leur nation. Donc, comme on voit des sanctions qu'on impose à des gens comme James Kabarebe, Paul Kagame qui viendra plus tard, à des États comme Kenya et tout, ça sera aussi pour prendre ce qui est de leur bien et aussi au nom de leur nation qui devra payer des pertes occasionnées en République démocratique du Congo pendant ces 30 années de guerre. Merci beaucoup, M. Larousse Mouya, M. Trésor Kalala. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous avons été, voilà, on a eu un débat de deux intelligences qui ont donné leur avis sur ce plateau. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas ce genre de discours, mais si vous souhaitez, le plateau est là, nous sommes en démocratie, nous allons vous recevoir et sans aucun problème. Merci beaucoup à M. Trésor Kalala pour le temps. Merci. Merci à M. Larousse Mouya également pour le temps. Je vous en prie. Merci à l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Chrislin Mbouka, Bems Badjoko, Homofortis Selika, portez-vous bien. Et à très bientôt. Je n'oublierai pas de souhaiter un très bel anniversaire à un frère qui se trouve du côté des États-Unis, M. Patrick Kalombo. Au revoir.